J'étais assis seul au bar, sirotant mon whisky quand j'ai aperçu Amandine avec son nouveau mari, Benoît, et ses collègues de travail. Ils riaient, célébrant une affaire. Benoît m'a remarqué et a souri d'un air suffisant. Ce sourire s'est transformé en une séance de moquerie totale sur mon prétendu chômage. Si seulement il savait que j'avais secrètement acheté Corptech Solutions 3 mois auparavant. La même entreprise pour laquelle ils travaillaient tous. La même entreprise où je me révélerai bientôt comme leur patron. Avant de continuer cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez. Appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été sous-estimé. En grandissant à Nantes, j'ai toujours eu l'esprit d'entreprise. Pendant que d'autres enfants jouaient aux jeux vidéo, je construisais des sites web pour des commerces locaux. À 22 ans, j'avais obtenu mon diplôme en informatique et travaillais déjà sur ma première start-up sérieuse. C'est là que j'ai rencontré Amandine. Elle étudiait l'administration des affaires, brillante et ambitieuse. Nous avons immédiatement accroché autour de café tard le soir et de rêves partagés. Nous nous sommes mariés à 26 ans, jeunes et pleins d'espoir. Ces premières années ont été incroyables. J'ai fondé Mtech Solutions, une entreprise de logiciels de cybersécurité qui a connu une croissance rapide. Amandine m'a entièrement soutenu, comprenant les longues heures et le dévouement que cela exigeait. Elle s'occupait d'une grande partie de notre vie personnelle pendant que je construisais notre avenir financier. Nous formions une équipe, du moins, c'est ce que je pensais. Autour de notre 5e anniversaire, les choses ont commencé à changer. Amandine est devenue de plus en plus frustrée par mon emploi du temps de travail. Les disputes ont commencé petites, mais sont devenues plus fréquentes. Elle voulait plus de temps ensemble. Plus de vacances. Plus d'événements sociaux. J'ai essayé de mieux équilibrer, mais Mtech était à un stade de croissance critique. Chaque décision que je prenais alors affecterait des centaines d'employés et des millions d'investissements. Le point de rupture est survenu lors de ce qui aurait dû être notre 7e dîner d'anniversaire. J'avais 40 minutes de retard à cause d'un problème de serveur d'urgence qui menaçait un client majeur. Amandine a à peine parlé pendant le dîner, et quand nous sommes rentrés à la maison, elle m'a dit qu'elle voulait divorcer. La douleur était indescriptible. J'avais construit notre avenir pendant qu'elle accumulait du ressentiment. Le processus de divorce a été compliqué et épuisant. Amandine m'a dépeint comme un bourreau de travail négligent, oubliant commodément le style de vie que mon travail nous procurait. Elle est partie avec un règlement substantiel, et je me suis jeté encore plus profondément dans mon entreprise. 6 mois plus tard, j'ai appris qu'elle sortait avec Benoît Duval, le directeur marketing de Corptech Solutions, une entreprise technologique de taille moyenne de l'autre côté de la ville. 1 an après le divorce, j'ai pris la difficile décision de vendre Mtech. L'entreprise était devenue trop associée à mon mariage raté. La vente m'a rapporté 87 millions d'euros après impôts. Au lieu de créer immédiatement une autre entreprise, j'ai décidé de prendre un congé sabbatique. Voyager. Respirer. Repenser mes priorités. Pendant ce temps, j'ai tranquillement commencé à investir dans diverses entreprises. Je préférais rester un associé silencieux, fournissant du capital et des conseils occasionnels sans implication quotidienne. Cette approche a changé lorsque j'ai appris que Corptech Solutions était en difficulté et recherchait des acheteurs. Au début, j'étais hésitant. Investir dans l'entreprise où travaillait le nouveau mari de mon ex-femme semblait compliqué. Mais les fondamentaux de l'entreprise étaient solides malgré une mauvaise gestion. Leurs produits de base avaient du potentiel, mais la direction échouait. Après une diligence raisonnable approfondie, j'ai acheté Corptech par l'intermédiaire de ma holding, gardant mon nom en dehors des documents publics. Seul le conseil d'administration et mon avocat connaissaient mon identité. Je prévoyais d'améliorer la culture d'entreprise et la rentabilité tout en maintenant mon anonymat, du moins pendant un certain temps. Ce que j'ai découvert au cours des premières semaines de propriété m'a troublé. Les scores de satisfaction des employés étaient abyssales. Le turnover était élevé, en particulier dans les départements relevant de Benoît et de son cercle restreint de dirigeants. Des plaintes anonymes décrivaient une culture toxique de favoritisme, de vol de mérite et d'intimidation. Benoît et ses amis étaient les principaux fautifs, mais ils avaient en quelque sorte convaincu les anciens propriétaires qu'ils étaient indispensables. J'ai décidé d'observer avant de prendre des mesures drastiques. Ce soir-là, au restaurant Le Bistrot Gourmand, la soirée était censée être simple. Je rencontrais des investisseurs potentiels pour une nouvelle start-up d'énergie verte. Le restaurant était chic,
faiblement éclairé avec ce mélange parfait d'intimité et d'ambiance pour les discussions d'affaires. Mes investisseurs venaient de partir quand j'ai remarqué le groupe bruyant qui s'installait dans la section adjacente. Amandine avait l'air sensiblement la même. Ses cheveux blonds maintenant plus courts, elle portait une robe de cocktail noire. Benoît était à ses côtés, son bras possessivement autour de sa taille. Avec eux se trouvaient 4 hommes en tenue d'affaires, tous portant ce badge d'employé distinctif de Corptech sur des cordons rangés dans les poches de leur veste. Ils célébraient quelque chose, commandant du champagne, portant des toasts. J'ai payé ma note et me préparais à partir discrètement quand Benoît m'a aperçu. Son expression a changé instantanément, passant de jovial à quelque chose de plus sombre. Il a chuchoté aux autres et plusieurs têtes se sont tournées vers moi. J'ai hoché la tête poliment, espérant que ce serait la fin. Ce ne fut pas le cas. Benoît s'est excusé auprès du groupe et s'est approché de ma table. De près, son costume coûteux et ses cheveux soigneusement coiffés révélaient quelqu'un de très soucieux des apparences. Il avait le sourire entraîné d'un vendeur de carrière. Je me suis levé, la main tendue professionnellement. Nous nous étions rencontrés brièvement pendant les derniers jours de mon mariage, mais c'était notre première véritable interaction. J'ai gardé ma voix égale. J'ai dit que j'étais content de le voir et que j'espérais qu'ils allaient bien. C'est là que le premier coup est arrivé. Benoît a dit qu'il était surpris de me voir dîner dans un endroit aussi cher. Il avait entendu dire que j'étais entre 2 opportunités ces jours-ci. L'implication était claire. Le ton moqueur, indubitable. J'ai expliqué calmement que j'avais vendu mon entreprise et que j'explorais de nouvelles pistes. Il a haussé un sourcil et a dit « Ça doit être bien d'être au chômage et de vivre de son succès passé. Quand comptez-vous refaire un vrai travail ?» Les questions ont piqué plus que je ne voulais l'admettre. Avant que je ne puisse répondre, il a fait signe à ses amis de venir. Ils ont entouré ma table, 5 hommes en costume coûteux contre moi dans ma chemise décontractée et mon pantalon. Je me suis soudainement senti mal habillé et en infériorité numérique. Benoît m'a présenté à ses collègues. Voici Étienne, a-t-il dit, le génial créateur de start-up qui a décidé que le travail était facultatif. Il a fait des guillemets aériens autour de « génial », ce qui a provoqué des rires de ses amis. Je les ai reconnus des dossiers de l'entreprise, Rémi Dubois, vice-président des ventes, Théo Martin, contrôleur financier, Julien Petit, responsable marketing, et Grégoire Bernard, directeur des opérations. Tous faisaient partie du cercle restreint de Benoît chez Corptech. Tous avec des évaluations de performance et des plaintes similaires. Et aucun ne se doutait qu'il se tenait devant son nouveau propriétaire. Amandine est restée à table, regardant mal à l'aise, mais ne faisant aucun mouvement pour intervenir. Nos regards se sont croisés brièvement et elle a détourné les yeux la première. Cela m'a fait presque autant de mal que la moquerie qui a suivi. Rémi a demandé si j'embauchais un coach de vie pour trouver mon but. Théo a suggéré que j'essaie de postuler chez Corptech car ils embauchaient occasionnellement des personnes sans ambition pour des postes de débutants. Julien s'est ouvertement demandé combien de temps mon argent durerait sans revenu. Chaque commentaire était prononcé avec un sourire qui n'atteignait jamais leurs yeux. J'ai gardé mon calme, bien qu'à l'intérieur, je bouillonnais. Je pensais aux employés de Corptech dont la carrière avait été freinée par ces hommes. Les innovations qu'ils avaient supprimées. La culture toxique qu'ils avaient créée. Et, pourquoi? Pour flatter leur propre ego. Benoît a porté ce qu'il pensait clairement être le coup de grâce. Il a dit, certains d'entre nous doivent réellement réussir chaque jour, pas seulement une fois avant de se retirer dans l'obscurité. Peut-être qu'Amandine a fait le bon choix en choisissant quelqu'un avec une ambition constante. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. Non seulement de la colère, mais de la résolution. Ces hommes ne m'insultaient pas seulement. Ils étaient emblématiques de tout ce qui n'allait pas avec le leadership de l'entreprise que je possédais maintenant. Leur comportement a confirmé chaque plainte dans les dossiers RH. J'ai souri, payé ma note et dit que je devais y aller. Benoît a souri d'un air suffisant, croyant clairement qu'il avait gagné notre rencontre. Si seulement il savait ce qui allait arriver. En sortant, j'ai entendu Amandine réprimander Benoît. Elle a dit que c'était inutile. Sa réponse a flotté à travers le restaurant. Il a dit que le gars avait besoin d'une remise à niveau. Tout le monde ne peut pas se soustraire à la vie réelle comme Étienne. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, mon esprit formulant déjà un plan. L'examen trimestriel des cadres était dans 3 jours. Ce serait le cadre parfait pour ce qui devait se passer ensuite. Cette nuit-là,
le sommeil m'a échappé. L'humiliation se répétait dans mon esprit. Non seulement pour moi, mais pour ce que cela représentait. Combien d'employés avaient subi un traitement similaire de la part de Benoît et de ses acolytes? Le rapport sur la culture d'entreprise m'a soudainement semblé personnel d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Vers 3 heures du matin, j'ai appelé Jacques Moreau, mon conseiller commercial et la seule autre personne qui savait que je possédais CorbTech. Je me suis excusé pour l'heure mais j'ai expliqué ce qui s'était passé. Jacques avait été sceptique quant à ma propriété anonyme dès le début. Maintenant, il était d'accord qu'il était temps de changer. Nous avons passé la journée suivante à examiner chaque donnée sur Benoît et son cercle restreint. Leur département sous-performait constamment tandis qu'ils s'attribuaient le mérite des victoires d'autres équipes. Le turnover des employés dans leur division était près de 3 fois supérieur à la moyenne de l'industrie. Le plus accablant étaient les entretiens de départ où les employés partant nommaient spécifiquement Benoît, Rémi, Théo, Julien ou Grégoire comme raison de leur départ. J'ai également découvert des irrégularités financières. Rien d'illégal, mais éthiquement douteux. Des comptes de dépenses utilisés pour des repas personnels classés comme réunions clients. Des contrats de fournisseurs avec des structures de rétrocommission suspectes. Des ressources allouées en fonction du favoritisme plutôt que des besoins de l'entreprise. Jacques a conseillé la prudence. Il a dit que les licencier immédiatement pourrait sembler être une vengeance personnelle. Nous devions être méthodiques et professionnels. L'examen trimestriel fournirait le contexte parfait pour aborder les problèmes de performance avec des documents et des témoins. En tant que propriétaire, j'avais tout à fait le droit d'assister et d'évaluer mon équipe de direction. J'ai passé les 2 jours suivants à me préparer méticuleusement. J'ai étudié les projets en cours, les projections financières et les organigrammes. J'ai préparé une présentation détaillée soulignant les problèmes exacts avec chaque département sous Benoît et ses amis. J'ai également élaboré un plan de réorganisation immédiat pour stabiliser l'entreprise après leur départ. Le matin de l'examen, je suis arrivé tôt au siège de CorbTech. La PDG, Patricia Leblanc, était la seule dirigeante à connaître mon identité. Elle avait travaillé avec moi en coulisses, également préoccupée par la culture d'entreprise, mais contrainte par la structure de propriété précédente. Nous nous sommes rencontrés brièvement dans son bureau avant la réunion. Patricia m'a averti que Benoît prévoyait de présenter des résultats gonflés pour son département. Elle avait déjà essayé d'aborder ses problèmes de performance, mais avait été minée par ses relations avec les anciens propriétaires. Elle était soulagée que j'intervienne enfin. La salle du conseil s'est remplie de chefs de département et de dirigeants. Benoît et ses 4 amis étaient assis ensemble d'un côté, la confiance rayonnant d'eux. Ils avaient préparé une présentation conjointe, s'attribuant le mérite d'une légère augmentation récente des ventes qui provenait en fait d'un produit développé par une équipe qu'aucun d'eux ne gérait. Patricia a ouvert la réunion et m'a présenté simplement comme un investisseur majeur intéressé par les opérations. Benoît et ses amis ont peu prêté attention, faisant défiler leur téléphone ou plaisantant tranquillement entre eux. Leur irrespect était palpable. Quand Patricia a annoncé que l'équipe de Benoît présenterait en premier, ils se sont approchés du devant de la salle avec arrogance. Benoît a ouvert des diapositives PowerPoint remplies de graphiques trompeurs et a commencé son discours bien répété sur ses stratégies marketing innovantes. Les autres ont renchéri avec des affirmations tout aussi exagérées sur leur contribution. 20 minutes après le début de leur présentation, j'ai levé la main. Le simple geste a en quelque sorte fait taire la salle. Benoît a semblé agacé par l'interruption. Je me suis levé et les ai remerciés pour leur présentation. Puis je me suis présenté correctement. J'ai dit, je m'appelle Étienne Dubois. Il y a 3 mois, j'ai acquis CorbTech Solutions. Je ne suis pas seulement un investisseur. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Le visage de Benoît s'est vidé de ses couleurs. Rémi a laissé tomber son pointeur laser. Théo a commencé à parcourir frénétiquement des papiers comme s'il cherchait des signes avant-coureurs qu'ils auraient manqués. Julien et Grégoire ont échangé des regards paniqués. J'ai continué calmement en connectant mon ordinateur portable au projecteur. J'ai affiché les métriques de performance réelles pour chaque département. Les vrais chiffres racontaient une histoire très différente de leur présentation. J'ai montré les scores de satisfaction des employés, les taux de rotation, les plaintes des clients spécifiques à leur leadership. Pendant 30 minutes, j'ai présenté méthodiquement des preuves de leur mauvaise gestion, de leur tactique d'intimidation et de leur vol de mérite. J'ai inclus des citations anonymes d'employés qui craignaient des représailles.
J'ai montré des données comparatives d'entreprises de taille similaire pour souligner à quel point leur département sous-performait. Tout au long de ma présentation, Benoît a tenté d'interrompre plusieurs fois avec des excuses et des déviations. Chaque fois, je lui ai calmement demandé de me laisser finir. Les autres dirigeants présents dans la salle, dont beaucoup avaient souffert de la politique de Benoît, ont regardé avec un intérêt croissant. Quand j'ai fini de présenter les données, je suis passé aux conséquences. J'ai annoncé le licenciement immédiat de Benoît, Rémi, Théo, Julien et Grégoire en raison de problèmes de performance, de violations éthiques et de la création d'un environnement de travail hostile. J'avais des agents de sécurité en attente pour les accompagner pour récupérer leurs effets personnels, puis hors des lieux. Leurs accès au système de l'entreprise avaient déjà été révoqués. Benoît a finalement retrouvé sa voie. Il a balbutié des choses sur les contrats et les licenciements abusifs. J'ai répondu que notre équipe juridique avait tout examiné en profondeur. La documentation était accablante. Et rien de tout cela n'était impulsif ou sans cause. Le moment le plus satisfaisant est venu lorsque Benoît a tenté son dernier coup. Il a dit « Vous ne faites cela qu'à cause d'Amandine. C'est personnel. » Je l'ai regardé directement dans les yeux. J'ai dit « Cela n'a rien à voir avec Amandine. Il s'agit de votre performance et de votre comportement. Le fait que vous m'ayez raillé au restaurant a simplement signifié que j'ai observé votre caractère de première main plutôt que de me fier uniquement au rapport. Mais la décision aurait été la même de toute façon. » Alors que la sécurité arrivait, Benoît m'a regardé avec un mélange de choc et de haine. Il a dit « Vous ne vous en sortirez pas comme ça. J'ai des amis dans cette industrie. » J'ai simplement répondu « Moi aussi. Et je traite les miens avec respect. » Ils ont été escortés dehors, 5 hommes qui avaient bâti leur carrière sur l'intimidation, soudain impuissants. Les dirigeants restants étaient assis dans un silence stupéfait. J'ai profité de ce moment pour exposer ma vision de l'entreprise à l'avenir, transparence, avancement basé sur le mérite, tolérance zéro pour l'intimidation, investissement dans l'innovation et développement des employés. Cet après-midi-là, la nouvelle s'était répandue dans toute l'entreprise. J'ai visité différents départements, me présentant personnellement à autant d'employés que possible. Le soulagement sur de nombreux visages a été immédiat et gratifiant. Plusieurs personnes ont raconté des histoires d'opportunités bloquées par Benoît ou ses amis, d'idées volées, de crédits détournés. Ce soir-là, Amandine m'a envoyé un texto. Elle avait appris ce qui s'était passé. Son message était bref, je ne savais pas qui ils étaient vraiment au travail. Je suis désolé pour ce que Benoît t'a dit. Je n'ai pas répondu immédiatement. Ses excuses semblaient concerner le comportement de Benoît, et non ses propres choix ou actions pendant notre mariage. J'avais besoin de temps pour digérer tout cela avant de m'engager à nouveau avec elle. Les semaines qui ont suivi les licenciements ont été intensément chargées et profondément enrichissantes. J'ai pris un rôle actif dans la réorganisation de CorpTech, travaillant en étroite collaboration avec Patricia pour identifier les employés talentueux qui avaient été réprimés sous l'ancien régime. Nous avons promu Chloé Chen, une brillante développeuse de produits dont les innovations avaient été revendiquées à plusieurs reprises par Benoît. Son premier acte en tant que nouvelle vice-présidente du développement produit a été de donner le feu vert à 3 projets précédemment mis de côté pour des raisons politiques. Tous les 3 deviendraient finalement des offres clés pour l'entreprise. Marc Lambert, un membre de l'équipe de vente, maintes fois ignoré pour une promotion malgré des performances exceptionnelles, a remplacé Rémi en tant que vice-président des ventes. Son approche authentique avec les clients a immédiatement amélioré les relations endommagées par les tactiques agressives de Rémi. La culture d'entreprise s'est transformée remarquablement rapidement une fois les éléments toxiques supprimés. Les scores de satisfaction des employés ont augmenté de 20% le premier mois. La productivité a augmenté. Les gens souriaient réellement dans les couloirs. 4 semaines après les licenciements, j'ai croisé Amandine au Café des Artistes, un petit café près des bureaux de CorpTech. Je venais de terminer une réunion avec notre nouvelle équipe financière et prenais un café avant de retourner au siège. Elle était seule, fixant son latte avec une expression distraite. Elle m'a remarqué immédiatement et m'a demandé si elle pouvait se joindre à moi. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Elle avait l'air fatiguée, l'extérieur confiant quelque peu diminué. Amandine m'a dit qu'elle et Benoît avaient des problèmes. Après son licenciement, il était devenu amer, buvant trop, blâmant tout le monde sauf lui-même. Elle avait découvert qu'il avait menti sur de nombreux aspects de sa carrière et de ses finances. L'homme qu'elle pensait être confiant et prospère n'était principalement que du vent et des miroirs.
J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, elle a tendu la main vers la mienne de l'autre côté de la table. Je l'ai doucement éloignée. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur en quittant notre mariage. Elle a suggéré que nous pourrions peut-être réessayer, maintenant que j'avais trouvé un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée. Ces mots ont révélé qu'elle ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé entre nous. Elle voyait mon succès comme quelque chose qui m'avait éloigné d'elle plutôt que quelque chose que nous aurions pu construire ensemble. Je lui ai dit que je lui souhaitais bonne chance, mais que j'avais avancé dans ma vie. J'ai gardé un ton gentil mais ferme. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de rancune. Il s'agissait de reconnaître que certains chapitres sont vraiment terminés. Quant à Benoît, j'ai appris qu'il avait du mal à trouver un emploi comparable. Sa réputation l'avait suivi, non pas parce que je l'avais mis sur liste noire, mais parce que d'autres dirigeants de CorpTech avaient partagé leurs expériences lorsqu'ils avaient été contactés pour des références. Les actions ont vraiment des conséquences. J'avais des sentiments mitigés à propos de ce résultat. Je ne prenais aucun plaisir dans les difficultés de qui que ce soit, même celles de Benoît. Pourtant, il y avait une certaine justice à ce qu'il fasse face aux résultats de son propre comportement. J'espérais qu'il pourrait éventuellement apprendre et grandir de l'expérience, bien que ce soit son choix. Le développement le plus inattendu est survenu lorsque Grégoire Bernard, l'un des anciens amis de Benoît, m'a contacté. Contrairement aux autres, il semblait sincèrement contrit. Il a reconnu sa participation à la culture toxique et a demandé une chance de s'excuser en personne. Nous nous sommes rencontrés pour un café, et sa contrition a semblé sincère. Il a expliqué comment il s'était laissé entraîner par l'influence de Benoît, compromettant ses propres valeurs pour l'acceptation et l'avancement de carrière. Ce n'était pas une excuse, a-t-il souligné, juste un contexte pour des erreurs qu'il regrettait profondément. Je n'ai pas proposé à Grégoire son poste, mais j'ai fourni des références pour des postes mieux adaptés à ses compétences dans d'autres entreprises. Parfois, les gens méritent une seconde chance, mais pas nécessairement dans le même environnement où ils ont échoué. 6 mois plus tard, CorpTech Solutions s'était complètement transformé. La valeur de nos actions avait augmenté de 62%. La rétention des employés était à un niveau record. Nous avions lancé 2 produits innovants développés par des équipes précédemment freinées par la direction de Benoît. Ma perspective sur le succès avait évolué grâce à cette expérience. La satisfaction des chiffres trimestriels pâlissait en comparaison de voir les employés s'épanouir dans un environnement sain. J'ai établi un programme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs, partageant les leçons de mes succès et de mes échecs. J'ai également trouvé un équilibre plus sain dans ma propre vie. 3 jours par semaine, je quittais le bureau à 5 heures, peu importe ce qui restait inachevé. Je me suis mis à l'escalade, j'ai rejoint une ligue de football récréative et j'ai renoué avec des amis négligés pendant mes années de bourreau de travail. Grâce à la ligue de football, j'ai rencontré Diane, une chirurgienne pédiatrique avec un sens de l'humour décapant et aucun intérêt pour la politique d'entreprise. Notre relation s'est développée lentement, basée sur le respect mutuel et un intérêt sincère pour les passions de l'autre. Contrairement à Amandine, elle voyait mon ambition comme une qualité à canaliser, pas à changer. Contrairement à moi avec Amandine, je me suis assuré que Diane savait qu'elle était plus importante que tout succès commercial. En repensant à la nuit où Benoît m'a raillé au restaurant, j'ai réalisé quelque chose de profond. S'il m'avait traité avec respect, je n'aurais peut-être jamais accéléré mon implication avec CorpTech. Sa cruauté a involontairement créé les circonstances de sa propre chute tout en ouvrant la porte à des améliorations qui ont profité à des centaines d'employés. La vengeance qui me paraissait si douce au début s'est finalement avérée moins satisfaisante que les changements positifs qui ont suivi. L'entreprise prospérait non pas parce que j'avais réglé un compte, mais parce que le retrait d'un leadership toxique avait libéré le potentiel qui était là depuis le début. La leçon la plus précieuse ne concernait pas la justice ou le châtiment. Il s'agissait de comprendre que le vrai succès vient de l'édification des autres, et non de leur destruction. Benoît a échoué non pas parce qu'il manquait de talent ou d'opportunité, mais parce qu'il a bâti son succès sur le dos des autres. J'ai réussi non pas en le battant, mais en créant un environnement où chacun pouvait contribuer et être reconnu. Alors que je regarde vers l'avenir, je porte cette sagesse avec moi. La validation externe et le succès matériel sont éphémères. La paix intérieure et l'impact positif perdurent. Que ce soit dans les affaires ou dans les relations personnelles, la façon dont nous traitons les autres détermine finalement non seulement leur expérience, mais aussi notre propre héritage. Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un pour qu'il réalise plus tard son erreur, ou avez-vous dû faire face à des intimidateurs au travail?
Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a interpellé, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, vous abonner à ma chaîne pour plus d'expériences de vie réelle et partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que le karma est réel. Merci de votre écoute et rappelez-vous que le vrai succès n'est pas seulement ce que vous réalisez, mais comment vous le réalisez.